Jeudi 18 juillet 2019, merci d'être au rendez-vous du 20h sur la chaîne du service public. Bonsoir, bienvenue à tous. Lionel Zinsou devra répondre des faits qui lui sont reprochés par le ministère public. La Cour constitutionnelle vient de rejeter la demande à l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par son avocat. Les explications dans ce 20h. Les États membres de la CEDEAO évoquent la nécessité d'une politique commune pour le retour des biens culturels exportés. Ils étaient en conclave à Cotonou. Suivez dans ce journal le point de leur rencontre. Et c'est parti pour les audiences foraines dans l'Atlantique. Les coopératives d'aménagement rural pourront bientôt disposer des pièces indispensables à l'exercice de leurs activités, notamment l'exploitation du palmier à huile. Voilà pour le sommaire. Merci de rester avec nous pour le développement. 10 dossiers étaient inscrits au rôle de l'audience plénière de ce jeudi à la Cour constitutionnelle. Celui qui retient l'attention est l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par Maître Robert Dossou, avocat de Lionel Zinsou. L'ancien Premier ministre est poursuivi par le ministère public dans le dossier relatif au dépassement des fonds de campagne. La Cour estime que l'exception d'inconstitutionnalité soulevée est inopérante et a prononcé l'irrecevabilité de la demande formulée et la décision est rendue au micro de Lénaïk Agbazaou. Décision DCC 19-255 du 18 juillet 2019. La Cour, saisie d'une lettre en date à Cotonou du 14 juin 2019, par laquelle le président par intérim du tribunal de première instance de première classe de Cotonou a transmis à la Cour le jugement avant dit droit numéro 019, 3e chambre, citation directe, du 7 juin 2019, relatif à l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par Maître Robert Dossou dans la procédure numéro 2018-RP-05-806 entre le ministère public et M. Lionel Alain Louis Zinsou. Considérant que dans le jugement avant dit droit du 7 juin 2019, le juge expose que Maître Robert Dossou, avocat, a soulevé une exception d'inconstitutionnalité au motif qu'une remise de cause qu'il a sollicitée pour obtenir communication de pièces lui a été refusée en violation des droits de la défense, que le juge, est-il soutenu, a également violé la présomption d'innocence. Considérant que dans son mémoire du 21 juin 2019, la société civile professionnelle d'avocats Robert Dossou, commise à la défense de M. Lionel Alain Zinsou, réitère les motifs déjà évoqués et conclut à une violation du préambule de la Constitution, de son article 17, alinéa 1er, et de l'article 7.1.d de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Considérant qu'invité à présenter ces observations, le procureur de la République, près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, soulève l'irrecevabilité de l'exception d'inconstitutionnalité qui ne porte sur la violation d'aucune loi. Considérant que s'agissant de l'exception d'inconstitutionnalité prévue par l'article 122 de la Constitution, elle vise à sanctionner l'inconstitutionnalité d'une loi appelée à être appliquée dans une affaire dont est saisie la juridiction, la loi étant entendue comme une disposition impersonnelle et générale adoptée par le Parlement et promulguée. Que c'est ce qui ressort de la jurisprudence abondante et constante de la Cour, considérant qu'en l'espèce, la demande dont est saisie la Cour se situe dans le cadre de l'exception d'inconstitutionnalité, comme le confirme le jugement avant dit droit du 7 juin 2019 et la procédure de saisine. Considérant cependant que cette demande ne porte sur la violation d'aucune loi, qu'elle ne tend pas à faire constater et déclarer l'inconstitutionnalité d'une loi, mais plutôt à faire sanctionner la violation alléguée des droits de la défense et de la présomption d'innocence tirée du refus par le juge d'accorder une remise de cause fondée sur une demande de communication de pièces. Considérant que le principe des droits de la défense est celui de la présomption d'innocence, quoique garantis par la Constitution, ne sont pas une loi au sens de l'article 122 de la Constitution, destinée à être appliquée
dans la cause dont le tribunal est saisi et qui pourrait être argué d'inconstitutionnalité. Que le respect de ces principes par le juge ne saurait donc être obtenu par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité, mais par la voie de l'action directe, qu'il s'infère de tout ce qui précède que l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par Maître Robert Dossou devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou dans l'affaire 2018 RP 05806 doit être déclarée irrecevable. En conséquence, dit que la requête de Maître Robert Dossou est irrecevable. Quelles dispositions pour construire la résilience des villes africaines? Les architectes du continent y réfléchissent avec l'appui des autorités en charge de l'enseignement supérieur. Jérôme Humbo et François Zinsou se sont également intéressés à la question et voici le résultat de leur quête de réponse à travers ce reportage. Des pluies torrentielles ont ravagé les villes africaines, dans leur majorité, sont exposées aux catastrophes de toute nature. La situation hypothèque l'avenir des pays du continent. Aujourd'hui, les architectes et les urbanistes, avec l'appui du gouvernement, se penchent sur la question. L'Afrique, avec plus de 2 milliards d'habitants d'ici 2050, connaîtra une transformation radicale. Les défis à relever sont nombreux, divers et complexes. Ils ont pour nom, entre autres, la croissance économique, l'urbanisation rapide des métropoles africaines, la réduction des terres agricoles et l'arrivée de nouvelles technologies. La session du Conseil de l'Union des architectes d'Afrique est une rencontre d'échange, de partage d'expériences et de formation entre les architectes et les autres professionnels du secteur sur les bonnes pratiques et sur des thématiques identifiées et précisées dans le programme de la session pour, in fine, formuler des recommandations et amener le gouvernement à prendre des décisions éclairées pour le bien-être des populations. Cette 60e session de l'Union des architectes d'Afrique est organisée au Bénin en raison de ses avancées diplomatiques. L'accès facile au Bénin sans formalité de visa, c'est ça qui a permis à ce que nous puissions vraiment négocier ces assises-là dans notre pays. Et ces assises vont quand même nous permettre de débattre de toutes les questions qui ont trait à notre profession d'architecte et de voir comment ensemble se mettre dans une union réellement profitable à tous les professionnels du cadre de vie. C'est-à-dire essayer de trouver des moyens de regroupement et de participation aux compétitions au niveau continental et à l'international, de manière à ce que nous puissions réussir à prouver que nous avons de la matière et nous devons travailler de manière à rendre le cadre de vie vraiment très favorable à nos populations. Construire la résilience des villes africaines, quels enjeux pour la planification et la gestion urbaine? Ce thème fédère les réflexions. Quand il y a inondation, qui sont ceux qui meurent, qui sont ceux dont les maisons tombent? Comment on fait pour les outiller, les structurer, les équiper? Comment on fait pour mobiliser les ressources pour le faire? Comment on fait pour planifier avec ceux qui sont vulnérables? Parce qu'il ne faut pas faire, on ne construit pas la résilience pour quelqu'un, on construit la résilience avec la personne. Donc ça appellera plus de décentralisation, ça appellera une vraie capacitation des communes, mais ça appellera aussi l'apprentissage de la co-conception à la co-mise en œuvre de la résilience. Et ça, c'est tout un métier que nous ne savons pas encore faire et pour lequel il faudra que l'État central et décentralisé et les communes puissent le faire. C'est pour ça que j'ai parlé de gouvernance urbaine plutôt que de gestion urbaine. L'Union se propose de contribuer à aider les peuples africains à un mieux-être social pour le long terme. Présentation des chantiers du gouvernement. La séance a réuni les chefs d'entreprise, les opérateurs économiques, le ministre du cadre de vie et le directeur délégué de la société immobilière d'aménagement urbain SIMO, société immobilière à laquelle revient la réalisation de certains projets du programme d'action du gouvernement. La SIMO est une société anonyme créée en 2017 dans le cadre d'un partenariat entre l'État béninois, les établissements financiers et un promoteur immobilier. Suivons plutôt et respectivement les explications du ministre du cadre de vie et du directeur délégué de la SIMO à l'occasion de cette séance. Des défis variants
d'un État à un autre sont énormes et constituent des obstacles au développement de ce secteur de l'éducation. C'est pourquoi fédérer les énergies, les compétences, les expertises, les expériences au niveau africain et régional est salutaire pour permettre de regarder dans la même direction et d'avancer ensemble, même si ce n'est pas au même rythme. L'important est qu'on arrive à terme au même résultat du fait des mêmes curricula, référentiels, méthodologie, stratégie pour une meilleure stratégie africaine de nos jeunes au-delà des barrières des frontières. Cette vocation donc du cadre de concertation est en adéquation avec les enjeux et défis prioritaires de nos pays respectifs. Ce cadre permet la coopération interpays, la mutualisation des politiques stratégiques, le partage d'expériences, d'outils et de ressources en matière de promotion d'emploi et du développement de la formation professionnelle. Sur cette base, notre cadre de concertation a mené des activités qui ont permis, avec l'appui bien entendu de la commission de l'UEMOA, de parvenir à des progrès tangibles tels que l'adoption d'une approche partagée sur l'ingénierie des métiers, la mutualisation des ressources et outils de la formation professionnelle dans l'espace communautaire, l'élaboration d'indicateurs de suivi et de surveillance de l'emploi et de la formation. Lancement officiel des audiences foraines devant conduire à la délivrance de certaines pièces aux coopérateurs d'aménagement rural. Et c'est une initiative du gouvernement qui entre dans le cadre de la réforme du secteur palmier à Hull. Le préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, a présidé la cérémonie de lancement qui a eu lieu dans l'arrondissement de Renvi. On fait le point avec Enoch Rompati et Michel Egbe. Une lueur d'espoir pour la filière palmier à Hull au Bénin. La crise qui a longtemps secoué ce secteur d'activité, jadis première ressource d'exportation dans les années 70, est en train d'être conjuguée au passé grâce à la volonté manifeste du chef de l'État, Patrice Talon. Les gouvernements qui se sont succédés se sont essayés à rechercher une solution à cette crise qui ternit le visage de la filière palmier à Hull dans notre pays. Mais toutes les initiatives inscrites dans ce registre n'ont pu sortir la filière du cercle infernal. C'est donc ici le lieu de remercier de façon très sincère au nom des maires, le chef de l'État, à travers la présence effective du préfet des départements de l'Atlantique et du littoral. Cette rencontre entre les coopératives d'aménagement rural de Renvi et les acteurs politiques et judiciaires vise l'établissement de la liste des coopérateurs représentant ou descendants vivants ou déjà décédés. À ce jour, les statistiques se présentent ainsi qu'il suit sur les 15 coopératives d'aménagement rural du département de l'Atlantique. Effectif total des coopérateurs de base, 6 013 personnes. Effectif total des coopérateurs décédés recensés, 4 935. Effectif total de coopérateurs vivants recensés, 119. Pourcentage des coopérateurs recensés, 84,5%. Vous constatez ainsi avec moi que la tâche est ardue, mais l'essentiel est déjà fait. La présence du tribunal de première instance de deuxième classe d'Alada est la garantie juridique de ce processus d'actualisation du registre des CAR dans le département de l'Atlantique. Il s'agira pour nous de délivrer des autorisations d'inscription de naissance aux requérants qui n'en ont pas, des autorisations d'inscription de décès pour les coopérateurs qui ne vivent plus et enfin homologuer la désignation des représentants de ces familles de coopérateurs. À terme, ce projet va permettre l'organisation d'une assemblée générale élective, gage d'une relance effective de la filière palmier à Hull au Bénin. Je voudrais donc exhorter les rares familles au sein desquelles la mésentente empêche la désignation des représentants et de leurs ascendants décédés à saisir cette opportunité des audiences foraines gracieusement offertes par le gouvernement
au risque de voir le tribunal désigner en leur lieu et place un tiers comme gestionnaire de leur héritage. Ces audiences foraines se tiennent dans tous les départements où sont installées les coopératives d'aménagement rural. Et l'agence de notation Standard & Poor's, dans son dernier rapport, a attiré une note B+ stable avec perspective au Bénin. Cette notation intervient pendant que le gouvernement du président Patrice Talon accélère dans la mise en œuvre des réformes inscrites au programme d'action du gouvernement. Mais que comprendre en réalité à travers cette notation? Le Bénin est-il si crédible aux yeux des investisseurs? Pour comprendre les raisons qui justifient cette notation, Ricardo Lekpekou s'est rapproché d'un économiste pour une analyse. Je précise que pour déterminer une cote de crédit, on regarde vers l'avant et non vers l'arrière. On regarde, puisque le remboursement va intervenir dans le futur, donc c'est les perspectives futures qu'on regarde. Et donc cette note est déterminée par le fait que Standard & Poor's prévoit des perspectives positive pour l'économie béninoise au vu des réformes passées, présentes et futures. Alors, à ce titre, par exemple, on prévoit une croissance autour de 6,5%. On prévoit essentiellement que cette croissance sera tirée par les investissements en infrastructures, l'amélioration du climat des affaires, la productivité agricole et si les réformes portent fruit, les investissements directs étrangers. Donc on prévoit par exemple que l'amélioration de la compétitivité agricole va tirer les exportations vers le haut. Il y aura une certaine amélioration de la balance commerciale, la balance des paiements, et toutes ces choses vont, en même temps que donc, le renforcement de l'activité économique, augmenter les recettes, contribuer à diminuer le déficit public et à terme donc améliorer également le remboursement de la dette, donc le ratio PIB-dette aussi, on prévoit que ça va diminuer. Donc voilà à peu près un ensemble d'indicateurs, si vous voulez, qui intercèdent en faveur du Bénin pour cette notation. Alors l'impact sur l'économie, il y a des aspects évidents, des aspects moins évidents. Le premier aspect évident, c'est que le gouvernement peut trouver des prêteurs à des taux favorables. Le gouvernement peut continuer à aller sur le marché régional de l'UEMOA et sur les marchés internationaux et bénéficier d'emprunts à des taux favorables. Donc ça va permettre au gouvernement de financer son programme d'action, de financer donc, des services publics de meilleure qualité pour les citoyens. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai dit que SP, Standard & Poor's, donc pour SP, prévoit une amélioration de l'activité économique. Donc ça signifie quoi pour l'agent lambda? Pour l'agent lambda, ça signifie plus grande facilité à trouver de l'emploi, une plus grande facilité à trouver du financement pour ses projets. Ça signifie donc également pour les couches les plus vulnérables, l'espoir de voir le gouvernement réaliser, mettre en place des filets sociaux, par exemple. Cette note dit qu'on a en face un pays qui maîtrise son endettement et qui en fait un bon usage et qui accompagne l'usage des fonds publics de réformes adéquates pour améliorer les performances économiques du pays. Et donc, le rapport, vous savez, cette note s'accompagne d'un rapport qui explique pourquoi cette note est attribuée. Et quand on lit le rapport, on constate que c'est l'optimisme des experts qui ont procédé à l'évaluation qui justifie la note. Donc pour conclure, je dis, la dette ne vaut que ce que l'on en fait. Si on s'endette et qu'on en fait un bon usage, a posteriori, c'est plutôt bon de s'endetter, puisque aujourd'hui, il y a très peu d'États dans le monde qui peuvent fonctionner sans s'endetter. Alors si on s'endette et qu'on en fait un mauvais usage, là, effectivement, il faut tirer une sonnette d'alarme. L'avantage du Bénin aujourd'hui, c'est que le Bénin bénéficie non seulement du suivi du FMI, mais également d'agences de notation comme Standard & Poor's, qui sont là pour dire aux investisseurs si le cadre macroéconomique, les perspectives
à moyen terme permettent de faire confiance au Bénin en tant que débiteur. C'est donc un fait, l'économie béninoise séduit les investisseurs. Les nombreuses réformes inscrites au programme d'action du gouvernement donnent de l'assurance et cette performance de l'économie nationale conduite par le ministre de l'économie et des finances Romuald Wadaini a suscité le commentaire de Ricardo Lekpekou. Standard & Poor's a attribué une cote de crédit de B+, avec perspective stable au Bénin. Cela place donc le pays en deuxième position parmi ceux ayant les meilleures cotes de crédit en Afrique. Le Bénin se trouve ainsi dans la même catégorie que le Sénégal ou le Kenya. En se basant donc sur les perspectives inscrites au programme d'action du gouvernement, Standard & Poor's décerne une bonne cote de crédit au Bénin, ce qui signifie que notre pays présente un faible risque de défaut et peut bénéficier de taux d'intérêt faibles sur les emprunts. Le Bénin a beaucoup progressé sur le plan économique. L'agence maintient ses perspectives positives avec une croissance réelle du PIB à 6,5% en moyenne sur la période 2019-2022, soutenue par les investissements publics et privés, peut-on lire dans le communiqué. Ce qu'il convient donc de retenir à travers cette notation, c'est que le Bénin continue de mériter la confiance des investisseurs. Le président Patrice Talon, en initiant les réformes, de courageuses réformes pilotées par l'argentier national Romuald Wadaini, fait d'ailleurs jeune ministre le plus compétent dont le prix lui a été décerné récemment à Malabo, veut transformer le Bénin. C'est bien la preuve que les performances économiques sont perceptibles. Le pays veut continuer donc à lever les fonds sur les marchés internationaux à des taux d'intérêt raisonnables. Et quand l'économie se porte bien, le citoyen lambda peut espérer trouver un emploi, trouver du financement pour ses projets ou encore bénéficier de services publics de qualité. Et l'exécutif aura par ailleurs plus de moyens pour mettre en œuvre les nombreux projets inscrits au programme d'action du gouvernement. Les étudiants de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, communément appelée ENARC, se célèbrent. Ils se sont donné une semaine de retrouvailles, mais aussi d'échanges et de réflexions autour des problèmes qui minent leur école. Et c'est la semaine de l'ENAC béninois. Les précisions, c'est avec Rebecca Kendiahoundé et Ernest Tetegou qui ont assisté à la cérémonie de lancement des activités. ENAC, je suis. ENAC, elle l'est. ENAC un jour, ENAC pour toujours. Elle, c'est la présidente de la Haute Cour de justice. Elle est la marraine de la première semaine de l'ENAC béninois. À ses côtés, le président de la Cour constitutionnelle. Il est le parrain et revendique l'amitié avec les ENAC et pour cause. Considérer aujourd'hui que l'ENA est indispensable à la cité. C'est donc à juste titre qu'ils ont été choisis pour parrainer cette semaine dédiée à l'ENAC, une première au Bénin. La question essentielle que ces journées devraient vous inspirer, c'est la question de savoir si vous êtes capable, avec les autres acteurs de l'administration, d'assumer les réformes nécessaires au sein de l'administration. On ne vient pas à l'administration pour s'enrichir, mes chers camarades. On est au service de l'État. On s'enrichit de la collaboration, on s'enrichit de son expérience, mais on ne s'enrichit pas de son savoir, de son diplôme. Avant de s'enrichir de son diplôme, il faut avoir exercé. Et c'est l'expérience qui est votre richesse. Semaine de l'ENAC béninois, l'initiative est conduite par l'Association des ENAC du Bénin. Un creuset né depuis maintenant 8 ans avec des objectifs clés. Sauvegarder et renforcer le label ENAC, faciliter l'insertion professionnelle et la promotion des ENAC, contribuer à travers des actions à la performance des administrations publiques et privées, contribuer à la modernisation et à la mise en œuvre des réformes au niveau de l'État. La semaine de l'ENAC béninois, c'est aussi une foire commerciale, une collecte de fonds, une marche du cœur, des jeux et une soirée de gala.
L'adoption d'une politique culturelle et d'un plan d'action culturelle sur le retour des biens culturels africains dans leur pays d'origine. C'est l'objectif principal de la réunion des ministres de la culture des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les délégations ministérielles des 15 États de la CEDEAO étaient présentes au rendez-vous à Cotonou ce mercredi 17 juillet 2019. Étaient également présents à cette rencontre Patrick Diossou, Rebecca Kendiaoundé et Jules Akoikou. Et voici leur compte rendu. Une politique culturelle régionale de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une feuille de route, au dire des experts. C'est un instrument vraiment important parce qu'au niveau de l'énergie, au niveau de l'agriculture, au niveau sectoriel, au niveau de la CEDEAO, on a des politiques pour tous les domaines. Mais pour la culture, on n'a pas de politique. Cette politique sectorielle est une occasion pour nous de retenir les principales préoccupations, de faire en sorte qu'un plan d'action puisse être élaboré et adopté et que ça soit mis en œuvre dans l'espace de façon uniforme pour que le rêve, j'allais dire la vision de nos chefs d'État qui est celle de faire en sorte que la culture prenne sa place dans les politiques de développement puisse être une réalité. Quelle est en réalité la partition jouée par la culture dans le concert des nations? En 2005, vous avez eu l'adoption par l'UNESCO de la Convention sur la promotion de la diversité des expressions culturelles, qui a insufflé les États à adopter des politiques culturelles qui puissent faire la promotion de leur culture. Et à partir de cette adoption, la promotion de la diversité, le secteur de la culture demeure l'un des secteurs qui soit exempté au niveau de l'OMC. L'Organisation mondiale du commerce. Deux défis entonnent leur mélodie. Ces défis les plus importants, c'est d'abord déjà l'intégration et la prise en compte de la culture dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de développement de nos pays. Il y a très peu de pays qui ont élaboré un plan de développement économique et social dans lequel ils ont donné une place claire et précise à la culture. Et l'autre défi aussi, c'est la question du financement de la culture. Dans nos pays, malheureusement, il y a très peu qui utilisent 1% de leur budget pour financer la culture, ce qui est inadmissible. Admissibles sont quelques pays à l'examen de la culture pourvoyeuse de devises. Au Nigeria, en 2013, l'industrie du divertissement a contribué à 8,2% du PIB. Avec Nollywood, ça a insufflé et ça a boosté le pays pour garder de façon constante la première place économique au niveau du continent. Vous prenez le Burkina, où une étude réalisée en 2012 a permis de 2,4% du PIB. Au Mali également, une autre étude a été réalisée et c'est dans l'ordre de 2%. Des pourcentages nationaux bientôt rehaussés quand le courage régional mettra en synergie les énergies pour une même symphonie. Redorer le blason culturel africain, un défi qui passe aussi par le retour à leurs organes, les biens culturels africains déportés hors du continent. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, prend conscience de ce pari lancé par les chefs d'État de ce regroupement régional. Les ministres de la Culture et les experts mettent l'accent sur la lutte commune. Patrick Diossou, Rebecca Djinakou et Jules Akoikou nous en parlent ici. Le Bénin est à l'avant-garde de l'aspect culturel au niveau de notre région. Une fierté pour le peuple béninois quand le commissaire en charge de la culture à la commission de la CEDEAO martèle que Cotonou est la capitale de la culture pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et cela est davantage attesté lors de l'élaboration du plan régional sur le retour des biens culturels africains à leur pays d'origine. Un plan commandité, une commande faite par les chefs d'État et de gouvernement de cet espace sous-régional. Si les chefs d'État ont déjà pris une décision politique, ça c'est déjà un engagement politique très fort. Vous savez qu'il y a des pays qui s'étaient déjà engagés. Prenez l'exemple du Bénin, qui déjà chaque jour, en tout cas, était en train d'œuvrer pour le retour de ces biens. Cette commande a été prise en compte entièrement par la commission de la CEDEAO, qui a organisé une rencontre des experts en avril, ici même à Cotonou, et rencontre au cours de laquelle une sorte de plan d'action également a été élaboré. Des recommandations pertinentes ont été faites. Nous allons l'examiner et faire en sorte qu'on trouve une démarche commune de l'espace. Une démarche commune. Une marche collective consignée et signée par les 15 ministres de la culture
ou leurs délégations. Le document qui sera adopté par les ministres de la Culture sera soumis aux chefs d'État à leur prochaine session en décembre. Et à partir de là, vous allez voir que des actions concrètes vont être faites pour dynamiser ce processus du retour des biens culturels dans leur pays d'origine. Dans les pays d'origine, la conservation des biens alimente la conversation des uns et les controverses des autres. Lorsque vous rapatriez un bien, il faudrait que vous créez les conditions de son accueil, donc que nous ayons des infrastructures qui puissent accueillir et conserver convenablement ces biens qui sont malheureusement très nombreux. C'est un rapport qui a été mandaté par la France lorsque la question a été soulevée par les chefs d'État. Et donc nous allons utiliser ce rapport pour que de façon unanime, de façon cohérente, les pays de la CEDEAO puissent adopter une démarche et faire rapatrier ces biens pour les conserver dans nos espaces. Chacun des 15 pays de l'espace CEDEAO attend donc accueillir son patrimoine, parti se recueillir ailleurs, tel un émérite moine ermite en retraite spirituelle. Et c'est sur cet espoir de voir revenir en Afrique les biens culturels que s'achève cette édition. Merci mesdames, messieurs de l'avoir suivi. Bonne suite de soirée, toujours en compagnie de nos programmes.